Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables aujourd'hui, en tout cas ce soir, jusqu'à 20h avec Philippe David. Développement économique et écologique, trop de procédures ou de recours, peut-être. En tout cas, c'est le sommaire de cette émission. Des projets immobiliers, des grands groupes ou de simples entreprises se heurtent de plus en plus à des contentieux juridiques, environnementaux pour la préservation de la biodiversité dans les territoires. Les maires croulent sous le poids des normes et leurs coûts exorbitants pour mener leurs projets ou encore sur ces lois décidées depuis Paris sans prise avec les réalités locales. Et puis des situations souvent inextricables pour les maires, les entreprises dont la volonté est de redynamiser souvent des territoires et favoriser l'emploi pour retrouver l'attractivité de leur département, commune ou même région. Et nos invités ce soir pour en parler, Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marc Dumoulin. Quelqu'un qu'on connaît bien, une vraie voix. Loïc Le Floch-Prigent, industriel. Bonsoir. Monsieur le Président, bonsoir. Et on aura ensuite, à partir de 19h30, Johan Barbe, agriculteur dans les Vosges, président de la Fédération nationale des producteurs de lait et porte-parole de la FNSEA, parce qu'évidemment, les agriculteurs sont touchés par toutes ces inflations normatives. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix responsables jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et on va commencer par vous, Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur, je vais l'arriver sur Tarn. On vous a entendu déjà sur Sud Radio parce que vous aviez un projet important que vous allez nous raconter de nouveau et qui est tombé à l'eau alors que ce projet était, je veux dire, presque indispensable à votre commune. Ah oui, indispensable et nécessaire. Ben, écoutez, merci de nous donner la parole. Effectivement, on avait un projet de revitalisation d'un territoire, pas simplement de la ville de Villemur, et en même temps un double objectif, préserver de la biodiversité parce qu'il y avait des chauves-souris qui campaient sur le site et qui vivaient sur le site, et en même temps sécuriser un endroit que la mairie à elle seule ne peut pas sécuriser. Et effectivement, un acheteur s'est prononcé, s'est avancé pour avoir un concept. Ce qui est important de dire, c'est le bâtiment, en tout cas, qui est un bâtiment qui fait partie des 20 plus beaux friches industrielles en France. Oui. C'est ça, oui, c'est important de le signaler. Et qui tombe en ruine. Qui tombe en ruine, effectivement, faute d'entretien. Et de surcroît, effectivement, quand Essor a acheté, 1 an et demi après, comme on ne peut pas contrôler des sites comme cela, des enfants se sont immiscés, ont brûlé des papiers à l'intérieur, 7500 mètres carrés de toit et de plancher ont brûlé, ce qui a déjà mis en retard forcément le projet du groupe Essor. Très environnementaliste. On avait conscience qu'il y avait des chauves-souris, le groupe Essor avait conscience qu'il y avait des chauves-souris, des trajets, je dirais, utilisés par les chauves-souris avaient déjà été repérés et sanctuarisés. Voilà. Simplement, ce site inoccupé laisse libre cours aujourd'hui à l'arrivée de quelques chauves-souris qui viennent, effectivement, un millier d'individus, qui viennent notamment pour la plupart de Corrèze, qui s'arrêtent à Villemur-sur-Tarn pour partir au mas d'asile en Ariège. D'accord. Mais simplement, les études qui ont été faites ont démontré qu'effectivement, elles occupaient un espace pour prendre leur envol à l'abri des prédateurs. Donc, paradoxalement, si vous voulez, c'est tout l'enjeu de notre discussion qu'on aura ce soir, c'est les injonctions d'un côté d'un État central, colonne vertébrale, qui comprend les problématiques des territoires, le préfet, les secrétaires généraux de préfecture, les sous-préfets comprennent vraiment, et ils portent un intérêt notoire puisqu'ils nous avaient donné 570 000 € pour consolider le site, le dépolluer et le mettre potentiellement à la vente. 570 000 €. Et de surcroît, des services aujourd'hui connexes, important, essentiel, la biodiversité c'est quelque chose d'important, a décidé de faire une étude environnementale sur les chauves-souris en confiant à une association cette étude. 47 000 €. Donc, si vous voulez, pour 1000 individus, d'argent public encore. D'argent public, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et donc, effectivement, on est dans ce paradoxe d'une injonction, si vous voulez, d'être prudent et en même temps, de valoriser des territoires. Votre commune, c'est un peu plus de 6000 habitants, si je ne m'abuse. C'est ça, 6500. C'était 350 emplois. 31 millions d'euros d'investissement, respectant l'histoire. L'architecte et l'architecte qui a fait la Cité internationale des vins de Bordeaux, une environnementaliste excessivement convaincu, qui avait trouvé des solutions très adaptées et extraordinaires. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça va peut-être pas tomber à l'eau. J'espère que le dialogue va se nouer. Je sais que monsieur le préfet et le secrétaire général de préfecture de Haute-Garonne sont très vigilants sur ce dossier. Il y a trop d'enjeux. Qui vous empêche de faire quoi que ce soit, là ? Si vous voulez, aujourd'hui, l'étude qui a été faite... C'est une association ? C'est quoi ? C'est des manifestations ? C'est le résultat de l'étude. Qui est un peu interfacé avec l'Adréal, si vous voulez, qui avait demandé une étude pour voir comment on pouvait faire cohabiter de la biodiversité avec les chauves-souris, avec un projet économique comment dirais-je, respectueux, très respectueux. Et donc, effectivement, on a confié la charge à une association environnementale
qui a fait beaucoup d'études quand même. Ça, je peux vous dire que les chauves-souris, maintenant, je deviens un grand spécialiste de celle à l'oreille fendue. J'ai vu, moi je me sens, je suis très humble. Et en fait, fait, je vous pose la question. Dans la convention, Monsieur le Président, qu'on avait signée avec eux, c'était comment peut-on imaginer de respecter les trajets d'envol de ces chauves-souris qui sont les intégrer dans le projet, en fait. Et ils l'ont fait très sommairement. Donc aujourd'hui, potentiellement, on nous demande de sacraliser complètement tout un bâtiment, le plus joli, évidemment, ce qui hypothèque le projet dans son ensemble, et peut-être de faire des études complémentaires avec un coût non négligeable, puisque ça dépasserait, à mon avis, les 100 000 euros. Vous avez eu un autre problème, alors c'est complètement dingue, avec une crotte de loutre. Ah, oui, racontez-nous ça, parce que c'est tellement surréaliste, c'est uburois. Ouais, je vous avais raconté ça, mais j'ai plein de petites choses qui sont sympathiques quand même, vous voyez. Là, on est dans le supputatif, c'est pareil, pour de l'eau potable, il se pourrait qu'il y ait un papillon bleu dont la larve nide sous terre et il se nourrisse de larves de fourmis. Donc évidemment, pour mettre des canalisations, c'est compromettant. Pour de l'eau potable. Donc potentiellement encore 2 ans de retard et 2 années d'études potentielles pour ça. Et donc la crotte de loutre, effectivement, l'État, comme on est en zone inondable, nous avait demandé de déménager les écoles pour mettre les mômes en sécurité. Sachant qu'évidemment on a pris un retard phénoménal, donc pendant les 2 ans, s'ils se noyaient, c'était moins grave, mais je sais pas qui en assumait la responsabilité. Et donc on a construit en dehors des zones potentiellement inondables à Villemur-sur-Tarn, et il a été trouvé une crotte possible de loutre. Donc 2500 € pour étudier une crotte de loutre qui était une crotte de ragondin. Si vous voulez, je pense que les chasseurs ont pu deviner l'origine, n'est-ce pas, du méfait sans problème. Mais là, on fait vous des dites, économies. la grande administration est d'accord. Oui. Okay. Ensuite, le gouvernement, on en parlera. On a le soutien des parlementaires. En principe, comment. Enfin, des parlementaires. Ensuite, les gens de votre ville sont d'accord. Complet. Ok. Et qu'est-ce qui vous empêche de faire? Alors, c'est-à-dire que c'est des recours en justice. Moi j'appelle ça parce que chez moi il n'y a pas de chauve-souris, c'est en principe ce qui ne va pas, c'est des crapauds. Oui, crapauds. Mais on a aussi les moi, dès qu'il y a un crapaud, je suis foutu. Il faut que je m'en aille ailleurs. Donc, mais ce qui vous empêche, c'est l'opinion publique, c'est les journaux, c'est comment? Ce sont les recours, qu'est-ce qui vous empêche? Si vous voulez, il y a une protection, obligatoire des espèces dans une biodiversité sur des animaux rares. C'est l'article. Alors de tête, je vais peut-être me tromper. Je crois que on m'a dit, de toute façon, vous êtes passible, attention, de poursuite en justice pour crime contre espèces. Donc je crois que c'est L1410 ou un truc comme ça. Donc si vous voulez, le recours, on l'aura. Si vous avez un recours et vous ne pouvez pas commencer, c'est ça. C'est ça le sujet. Oui, il peut, il va avoir des problèmes. Est-ce que vous pourrez prendre le risque de ne pas faire? Ah non, mais le problème, c'est que si vous voulez, nous, on a un faiseur qui s'appelle potentiellement Essor, bien évidemment. Et ce faiseur, moi, je me dois de le garantir de ce qu'il y a sur le site. Voilà. Et outre le développement économique, je le répète, parce que évidemment, il y a quelques bienveillances sur Internet qui vous disent on pense qu'au fric, même si le projet est vertueux. Non, moi aujourd'hui, c'est de la sécurité. On a des gens qui scient les barreaux, on a de l'urbex à l'intérieur, on a 4 mômes qui étaient je veux dire, dans une phase de délit en incendiant le bâtiment. S'il brûle, si les pompiers brûlent, si quelqu'un est blessé, et là on est en sécurité absolue quand même, en insécurité absolue sur ce site. Donc c'est des individus isolés. Oui. Allez, on fait une petite pause, monsieur le Président. J'aime bien vous appeler. Non, monsieur mais ça le Président. m'intéresse, moi. Mais nous aussi, ça nous intéresse. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, parce que moi, je suis passionné par le sujet. Nous aussi. Voilà. Et on avait envie, en tout cas, de faire le partager au plus grand nombre. Vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables des normes, des procédures, des recours. En tout cas, c'est ce que vivent et d'un côté les maires et d'autre côté les agriculteurs et puis les industriels aussi. On en parle avec nos invités. Jean-Marc Dumoulin qui est avec nous, maire de Villemur-sur-Tarn, qui est avec nous. Loïc Lefloc-Préjean, vous le connaissez, il est industriel. Et puis vient de nous rejoindre Johan Barbe qui est agriculteur dans les Vosges, président de la Fédération nationale des producteurs de lait et porte-parole de la FNSEA. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous allez pouvoir commenter
confronté à ce que va dire Loïc Le Floch-Prigent, parce que vous êtes un industriel, tout le monde vous connaît, et les recours, ça vous connaît. Oui, et alors surtout, tout à l'heure, je demandais au maire si jamais il pouvait passer outre, et moi j'ai tendance en tant qu'industriel à dire que je passe outre, c'est pas possible. Alors là, il y a des Donnez-nous un exemple. Des phénomènes incroyables qui ont lieu actuellement, c'est-à-dire que vous avez les lois. Bon, les lois, il n'y a jamais de procédure d'étude d'impact, jamais. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. On l'a vu pour les DPE et les ZFE, pour les particuliers. Et pour les ânes, et pour les ânes. On va parler des ânes. J'espère, mais moi je veux bien parler des ZFE aussi. Non, il n'y a pas d'étude d'impact. Ensuite, il y a les normes qui arrivent, qui sont connues. Si jamais vous avez envie de connaître les normes considérant sur l'industrie, pratiquement, vous avez tous les jours une nouvelle lecture. Parce que ça tombe tous les jours. Boum, 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 boum. Le code du travail, depuis 1920, il est comme ça. Hein, je veux dire comme ça, quelques centimètres. 10 centimètres. Le code de l'environnement, c'est le double. Et ceci. Mais ça bouge tous les jours et c'est contradictoire. Par conséquent, et c'est là qu'intervient le troisième phénomène, c'est que les gens qui sont chargés d'appliquer ce code arrivent avec la page du code qui vous concerne et vous disent voilà, maintenant vous n'avez pas le droit de faire ça. Et donc on est toujours dans l'incertitude de ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. Alors je vous donne un exemple. Une boîte alors moi avec mes copains, on rachète des PME et puis on les met ensemble. Donc on a une 60aine de PME qu'on fait tourner avec les dirigeants, les machins. Bon, hein, on a quelques années au compteur en tant qu'industriel, donc on est capable de faire des choses. Bon. Alors on achète les sociétés, les types en ont marre d'être là, ou leurs enfants sont pas là, ils vendent. Très bien. On dit je vends, j'achète, mais dans les conditions où les gens restent, et on essaie de rebâtir quelque chose pour l'avenir. Ok, donc c'est clair. Oui. Et c'est quelques millions. Ensuite, vous avez l'Adréal qui arrive. Alors c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, je crois. Voilà, c'est ça. Alors c'est l'ancienne direction majeure, etc. Maintenant, c'est l'environnement. Alors en moyenne, ce sont des militants. C'est des gens qui sont là, qui sont arrivés dans la tasse, des militants, donc de Greenpeace, tous ces trucs-là, des ONG, financés, refinancés, etc. Et qui arrivent et qui recrutent les mêmes genres de gens. Alors ils arrivent avec leur tableau Excel, en disant voilà, vous devez faire ça. Alors, vous êtes un nouveau propriétaire. Ben oui, je suis nouveau propriétaire. Alors, vous savez, vous avez franchi telle ou telle norme et vous n'avez pas le droit de faire telle et telle chose. Ben, je dis très bien, moi je viens d'arriver, est-ce que vous laissez un peu de temps ? Laissez un peu de temps. Elle dit, mais vous inquiétez pas, on va faire une étude. Alors ils font l'étude, et puis ils reviennent avec un tableau de 4 pages, et ils vous disent, voilà tout ce que vous n'avez pas le droit de faire. Alors vous vous dites, il y a des priorités, on va pouvoir discuter. Ah non, il n'y a pas de discussion. Alors vous faites le total de ce que vous devez faire, 4 millions. 4 millions de travaux. Alors vous avez acheté une entreprise 4 millions et vous devez faire les travaux 4 millions, sans ça vous n'avez pas le droit de fonctionner. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Vous déménagez. Ah bah oui, déménager où ? Mais oui, un endroit, vous essayez de trouver un endroit, alors là on tombe sur le phénomène ZAN. Le phénomène ZAN, vous n'avez pas le droit. Zéro vous n'avez pas le droit. Là, vous n'avez pas le droit. Là, c'est d'accord. Et donc, la discussion a lieu sur 4 millions, est-ce que je peux aller en dessous quand même ? Bon, alors moi, depuis 5 ans, dans une des entreprises que je regarde, on est passé de 4 millions à 400 000. Là maintenant, j'en suis à 40 000. Mais pourquoi ? Grâce à vous, parce que je parle à la radio. Mais je dis mais je vais discuter. Donnez-moi votre nom. Et puis ce soir, je passe avec Philippe et Cécile, et puis je vais dire oui, il y a monsieur machin qui est venu me voir. Bon, autrement, mes collègues qui sont à côté, ils sont en train de réfléchir à comment déménager. Donc, alors, ils déménagent comment ? Ils déménagent, ils vont aller voir les régions, les municipalités, etc., pour avoir le droit d'un petit terrain et demander des subventions. Loïc Le Floch-Prigent,
pourquoi ils veulent que vous déménagiez? Est-ce que c'est parce que c'est quoi, un problème de biodiversité, c'est quoi? Compte tenu de l'ancienneté du terrain, ils ont fait des sondages, ils ont trouvé je ne sais trop quoi quelque part, où je n'ai pas le bassin qu'il faut et j'ai pas la surface possible pour avoir un bassin pour éteindre les incendies. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Mais ce quelque chose, il coûte très cher. Et moi, si jamais j'ai pas de bassin sur mon terrain et mon terrain est trop petit, si j'ai pas de bassin, ben je ne peux pas éteindre l'incendie. Donc je dois déménager. Oui, Loïc Le Floch-Prigent, vous êtes dans l'industrie depuis pas mal d'années. Oui, depuis pas mal d'années, je l'ai dit. Ça commence à quel moment où les choses changent? C'est pour ça que je parle de 97. C'est votre dernier livre? En 97, c'est mon dernier livre. Ça dérape à ce moment-là. Pourquoi? Parce que jusque-là, l'écologie était là. Donc tout le monde disait, oui, c'est vrai, l'environnement, c'est important. Et puis soudain, il y avait des ministres de l'environnement, j'en ai connu quand même beaucoup, j'ai été directeur de cabinet de ministre, etc. Puis soudain, on passe à la phase suivante, c'est-à-dire que pour avoir la majorité plurielle de M. Jospin en 97, on intègre Mme Voynet. Alors Mme Voynet dit d'abord, on arrête le nucléaire. Bon, on va arrêter le nucléaire, oui chef. Et puis ensuite, on commence à avoir les administrations de l'environnement, etc. Et plutôt que d'avoir des gens, je dirais, honnêtes, scrupuleux dans ces administrations, on a en majorité des idéologues, en majorité des militants. Et de la même façon que l'ADEME, l'Agence pour la défense de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. L'ADEME, c'est des militants. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'ADEME si vous n'êtes pas militant. Vous, en tant que maire, quand les entreprises viennent s'implanter chez vous, vous le constatez, ça? Ah oui, et puis là, on voudrait, alors évidemment, bien évidemment, aujourd'hui, on est contraint sur 2 sujets. Le ZAN, ça empêche de construire des logements et on nous demande de développer l'économie par l'industrie. Là, on a 6 hectares à lotir encore, vous voyez, qui ont été sacralisés comme terrain constructible. Mais comme la superficie dépasse l'hectare et demi, j'ai des fouilles archéologiques. Fouilles archéologiques sur 6 hectares, 450 000 €. Pour la commune? Pour la commune, enfin pour la communauté de communes, c'est une compétence intercommunale. Hein. Mais ceci dit, si 450 000 €. Ah oui, 6 hectares, ça se creuse pas comme ça. Du temps. Et puis si jamais on trouve quelque chose potentiellement intéressant, on arrête tout. On peut vous bloquer 2 ans, 3 ans, 5 ans. Un bout d'os. Et c'est toute l'ambiguïté. Mais Jean-Marc Dumoulin. Il y a aussi le crapaud. Il y a aussi le crapaud. Si vous trouvez un crapaud spécial sur le truc, vous êtes coincé. C'est foutu. Faut marcher dessus. Non mais excusez-moi, là, vous deux, vous êtes nés le lendemain de la chance. C'est pas possible de laisser passer un truc. C'est pas fou, c'est fou. Mais Fronton, c'est pareil. Moi, mon collègue de Fronton, une entreprise avec 50 salariés, 10 millions d'investissements. La zone humide, on lui retoque le projet. Enfin, rien que sur le territoire, là, on en est à 50 millions, on a compté avec les voisins de proximité. Alors autour de cette table, on a un maire, on a un industriel, on avait envie d'avoir aussi un agriculteur. Dans un instant, Johan Barbe sera avec nous dans les agriculteurs dans les Vosges, président de la Fédération nationale des producteurs de lait, porte-parole de la FNSEA, parce que eux aussi c'est compliqué pour vous. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les voix responsables autour de ces normes, de ces procédures, de ces recours, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des maires, que ce soit des agriculteurs, on en entend souvent parler. C'est le cas aujourd'hui, en tout cas, de leur donner la parole. Jean-Marc Dumoulin est avec nous, maire de Villemur-sur-Tarn, Loïc Le Floch-Prigent, industriel, et Johan Barbe, qui est agriculteur dans les Vosges et président de la Fédération nationale des producteurs de lait et porte-parole de la FNSEA. Ça, on a fait une partie psycho, on leur a fait une petite séance de psychologie. En tout cas, ils ont vu un psychologue depuis tout à l'heure. C'est à vous ce soir. C'est à vous ce soir. Vous aussi, les agriculteurs, vous faites face à énormément d'enjeux. Forcément, l'écologie que vous comprenez, que vous gérez à le bras-le-corps, il y a quand même des oppositions. Oui. On travaille tous les jours avec l'écologie, j'ai envie de dire. C'est ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on sent une écologie punitive. Et c'est ça le problème. Et quand j'écoutais mon collègue aujourd'hui, là, Loïc, il se plaint parce qu'il y a des normes, c'est bien, mais il n'est pas tout seul pour se battre. Moi, je suis tout seul sur mon exploitation quand on vient me faire des contrôles, faire plein de choses. Donc ça, le rapport de force, il est déjà pas le même. On perçoit les lois aujourd'hui comme des contraintes pour pouvoir entreprendre sur nos exploitations, pour pouvoir nourrir une population dans les territoires. Donc ça, c'est devenu pour nous une charge, mais psychologique, au-delà de la charge économique, politique et tout ce qu'il y a derrière, c'est le psychologique qui est touché. Et moi, je voudrais quand même qu'on parle de toutes ces charges qu'on donne
à tout le monde, à tous les maillons, aux maires, aux industries, à nous. Qui les paye demain ? Est-ce que le pouvoir d'achat des Français est à la hauteur de l'ambition écologique de la France ? Non. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on demandera des normes supplémentaires dont on ne peut pas les récupérer, finalement, le financement, les industries vont monter. Les prix, soit ils montent, soit l'industriel, quand c'est possible, délocalise et change de territoire. Nous, l'agriculture, on a envie de rester en France et on va le rester. Donc on nous demande d'être compétitifs. Donc il faut comprendre que l'écologie, c'est notre sujet et on va le traiter au fil du temps. L'écologie, c'est un temps long, et à chaque fois qu'il y aura des projets de loi dont on n'aura pas mesuré l'impact, donc la mesure d'impact d'un projet de loi, ça ne peut pas fonctionner. Et l'empilement des textes arrive vraiment à des limites qui sont aujourd'hui, même quand on se parle, atteintes et surtout reconnues par l'administration. La ministre Annie Genevard, quand elle est arrivée, on avait comme revendication de faire tomber, ou tout au moins de réécrire ce qu'on appelle le PAN. C'est le programme d'action nitrate. Ce programme d'action nitrate, on n'est pas contre, on veut bien travailler. Mais même l'administration n'arrive pas à l'appliquer dans nos exploitations tellement il est complexe et qu'elle n'arrive plus à le lire. Donc aujourd'hui, la ministre a dit, oui, je vous ai entendu, on met ce texte de côté, on va le réécrire. C'est la preuve quand même qu'on a une vraie dérive. C'est bien d'écrire des textes. Mais le mieux, c'est de les écrire en cohérence avec les territoires et avec ceux qui devront les faire. Avec les professionnels, c'est clair. Mais comme le disait Loïc Le Floch-Prigent, on fait des lois. On va parler notamment du zéro artificialisation nette. On a parlé par exemple du DPE dans les logements. Dans l'agriculture, c'est pareil. On fait des lois n'importe comment, sans faire aucune étude d'impact. Sans faire aucune étude d'impact. Et puis derrière, on se dit, mais c'est pas grave, la PAC viendra compenser. La politique agricole commune ne compensera pas tout. Et les lois Egalim, c'est super, ce système, on nous dit, si tu as des charges, c'est pas grave, tu vas les répercuter jusqu'au consommateur. Enfin, le consommateur, à un moment, il peut pas tout payer non plus. Et donc, ce système est arrivé à bout de souffle, et l'économie qu'on a essayé de relancer par l'écologie est malheureusement pas possible, parce que derrière, ça crée des pertes de pouvoir d'achat directement des Français, et donc il faut qu'on recrée une écologie attractive, donc ça veut dire qu'on prenne en compte de plus en plus l'environnement, et on est prêt à le faire, mais pour ça il faudra que la recherche, donc l'État se mette vraiment autour d'une table pour dire quand est-ce qu'on fait de la recherche variétale, la recherche de produits différents. Enfin moi les molécules chimiques, si demain on peut s'en passer, on sera les premiers contents. Enfin, on n'a jamais dit qu'il fallait sauver les molécules chimiques. On a juste dit qu'à un moment, il faut nourrir une population avec des produits sains. Et pour avoir des produits sains, on a besoin de la chimie. Vous avez tous besoin de la chimie dans vos maisons. On a besoin de la chimie dans nos exploitations. Donc aujourd'hui, n'essayons pas d'opposer, mais plutôt de comprendre vers quelle convergence on veut aller pour une meilleure prise en compte de l'écologie, et arrêtons ce militantisme extérieur qui crée des recours partout et qui crée des vraies entraves. Alors sur nous, sur nos exploitations, mais sur la liberté d'entreprendre partout en France. Mais est-ce que vous pouvez tout appliquer, tout ce qui est écrit, tout ce qu'on vous demande de faire? Est-ce que tout est applicable? Impossible, c'est contradictoire. C'est ça le problème. Un matin, je me lève, je fais celle-là, et le soir, je fais l'autre. Ouais. C'est un matelas tel que c'est contradictoire. Donc le type, il vous prend un article. Le lendemain, il prend un autre, c'est l'inverse qu'il faut faire. Bon, alors vous vous souvenez quand même que tout dernièrement, il y a eu un ministre de l'économie, le nôtre actuellement, qui a dit l'écologie c'est tellement important qu'il faut appliquer les règles, d'où ce catalogue, et que les entreprises sont bien conscientes que elles vont avoir à perdre la rentabilité grâce à ça. L'écologie, c'est important, donc vous perdez de la rentabilité. Et vous êtes en plein dans le débat sur la compétitivité, et on vous dit surtout, c'est pas la peine d'être rentable. Moi, si je suis pas rentable, j'investis pas. Si j'investis pas, je meurs. Hein, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir avoir les produits qui satisfont les clients. Donc et surtout payer vos salariés. Les contradictions sont de plus en plus grandes. Ouais. Enfin, je me rapproche des maires parce que c'est quand même nos interlocuteurs, nous, sur les territoires, et je pense que c'est vraiment important. Mais une contradiction qui est aujourd'hui concrète. Ce qui est en train de se passer, des inondations un peu partout en France, par rapport à un excès d'eau. Ça fait des années qu'on dit aux agriculteurs, touchez plus au cours d'eau. Vous n'avez plus le droit d'entretenir, vous n'avez plus le droit de couper ce qui se passe sur le bord. Par contre, on laisse des espèces, pour moi, devenues invasives, telles que le castor, telles que le ragondin, tailler des arbres, les mettre au milieu en travers, donc ça fait des embâcles, c'est ce qu'on appelle. On n'a pas le droit de les enlever, l'OFB tout de suite arrive. L'Office français pour la biodiversité. Voilà. Ça veut dire que tout ce système qu'on essaye de mettre de côté, il a des répercussions sur le long terme. Et malheureusement, on a des territoires, et on l'avait déjà dénoncé l'année dernière quand c'était le nord de la France qui était sous les eaux, c'est quand même par le manque d'entretien des cours d'eau. Et monsieur le maire qui est ici va pas me démentir,
Comment on fait pour entretenir un cours d'eau aujourd'hui en France? C'est impossible. C'est interdit. Si on respecte la loi. Vous avez des problèmes, vous, avec le Tarn, je crois, qui traverse votre ville. De toute façon, Villemur a été détruit comme beaucoup de villes de cette vallée du Tarn dans les grandes crues de 1930, mais qui étaient liées non pas à des montées des soudaines d'eau, mais à des embâcles qui avaient bouché des ponts à piles. Voilà. Et ça a fait un tsunami. C'est le tsunami qui a fait, en fait, si vous voulez, une invasion du territoire. Et pas une inondation forte. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la rhétorique permanente qu'on entend, mais ce qu'on peut parfois comprendre, je veux dire, bien évidemment, c'est interdiction de curer les fossés. Mais quand on regarde chez moi, par exemple... D'entretenir même. D'entretenir les fossés. Mais attendez, le problème, c'est que vous allez voir la confusion qu'il y a entre le fossé, le cours d'eau bouché, le truc. C'est-à-dire que sur un trajet, aujourd'hui, aquatique, entre guillemets, vous avez 10 appellations sur lesquelles vous pouvez intervenir de manière 10 fois différente ou pas, et des endroits où il n'y a plus d'eau. Alors comme ça, c'est vite vu. Mais en France, on se refuse de faire le stockage de l'eau, mais aussi l'évacuation de l'eau. Donc il y a un moment, on va gérer les choses, j'espère, et il faut vraiment que le sens politique reprenne tout son sens. Ça veut dire que des hommes politiques comprennent que derrière une loi, il y a des contraintes économiques et il faut les mesurer et mesurer ces impacts économiques pour que ça ne soit pas que des entraves. Il y a des contraintes techniques et scientifiques. C'est-à-dire que lorsqu'on supprime des petits barrages au fil de l'eau tout au long de nos cours d'eau parce que ça empêche les saumons de remonter soi-disant, et que on préfère les éoliennes à tout ça, on fait une ânnerie, forcément. Non, mais ce qui est fou, c'est que on vous demande de défricher vos espaces pour éviter le feu. D'entretenir, pas défricher. Oui, d'entretenir, mais pour éviter les feux. Défricher, c'est considéré interdit par la loi, donc on entretient. Ah pardon, excusez-moi, il faut faire attention à la sémantique. La sémantique française. Si vous voulez, on ira ensemble. Donc il faut entretenir pour éviter les feux, les incendies. Voilà, et ce qui n'est pas le cas avec l'eau, ce qui est quand même totalement contradictoire. Jean-Marc Dumoulin. Oui, j'ai une petite anecdote, parce qu'on a une centrale hydroélectrique historique, justement, qui était construite par les établissements Bresson à l'époque. C'était quand même un modèle patriarcal que je reconnais avec beaucoup de valeur et de vertu. Et en fait, le nouveau propriétaire, quand il a eu des travaux à faire, puisque avant c'était les EDF via la schéma qui gérait tout ça, il y a eu un appel d'offres, ils s'en sont débarrassés, et donc c'est des faiseurs. On a un très bon faiseur à Villemur-sur-Tarn, un type d'une honnêteté, d'une technicité extraordinaire. On l'a obligé à faire une deuxième passe à poisson. Mais comme il a fait une deuxième passe à poisson, on lui a demandé une compensation écologique. Et comme on est avec le conseil départemental de Haute-Garonne sur la remise en navigabilité du Tarn, on a réussi à faire une écluse grâce à eux, et on va avoir un deuxième barrage avec des turbines immergées. Et le gars me dit, mais pourquoi vous ne voyez pas le deuxième propriétaire pour une compensation écologique? Parce que vous savez ce qu'on leur a demandé? 2 mètres, 25 000 euros de tétard dans un bras mort de la rivière, sachant qu'on a des hérons, on veut tuer, on voilà chez nous, donc les grenouilles, vous voyez, ça dure pas longtemps. Voilà. Et donc on est dans le paradoxe, vous voyez ce que je veux dire? Donc nous, on est en train de négocier potentiellement avec ces faiseurs, ces industriels, pour qu'on puisse faire déjà du génie civil, pour une écluse, pour que la navigabilité existe et que le projet se réalise. Et tout ça, c'est quand même la liberté d'entreprendre et la liberté de penser derrière, la liberté d'expression qui est bafouée. Surtout qu'on vote sur nous pour un projet aujourd'hui. Sur la compensation écologique, on est arrivé à des extrêmes. Sur ma commune, juste la commune d'à côté, on a une parcelle d'1 hectare qui a été préemptée par la SNCF pour compenser un habitat dégradé quand ils ont fait la LGV du Sud. Ils ont trouvé la même bête chez nous. Alors je vous tairai le nom parce que j'ai oublié, mais c'est c'est pas la SNCF. Mais malheureusement c'est pas un crapaud. Mais c'est pas la SNCF qui est venue. C'est un environnementaliste qui fait des photos tous les matins, qui a mis ça sur les réseaux. Ils se sont dit, oh là, elle est là, la bête, je vais y aller. Ils ont pris les 1 hectare. L'agriculteur en place, on lui a expliqué qu'il avait maintenant un cahier des charges à respecter. Il ne peut plus faucher à telle date et tout ça. Il n'a rien demandé à personne. Ça faisait des années que les animaux, les petites bêtes étaient là et qu'il entretenait avec des vaches, des fauches et tout ça. Mais là, aujourd'hui, il y a un cahier des charges qui rend quasiment impossible l'exploitation de cette surface. Merci à la SNCF, mais merci à tout le monde qui, derrière, pense que la compensation est logique. Non. La compensation, elle doit être faite intelligemment. Pour une fois, ils étaient en avance. Oui. Allez, vous restez avec nous. Mais il mériterait des coups de pied dans le train. Oh, c'est pas mal. Ça vous éviterait le train-train quotidien. Ma pauvre Cécile, qu'est-ce qu'il faut supporter? Je sais pas. Je vois qu'il y en a beaucoup qui devront aller sur le divan. Donnez-moi une prime. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant pour cette dernière partie. Ça passe vite parce que vous êtes passionnant. Allez, à tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Retour des vraies voix responsables, où on parle de toutes les normes qui posent vraiment de gros problèmes en France, notamment... UBS, que vous pouvez le dire. Ah oui, là, Alfred Jarry dans Uburois, c'est pratiquement de la roupie de Sansonnet. Avec Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn dans la Haute-Garonne, Loïc Le Floch-Prigent, industriel et vraie voix, et Johan Barbe, agriculteur dans les Vosges et président de la Fédération nationale des producteurs de lait et porte-parole de la FNSEA. Vous vouliez nous parler d'une chose sur le carbone qui était stocké, la décarbonation qui est absolument incroyable. Alors, ce qui est incroyable, c'est que la filière, plutôt élevage, s'est engagée de longue date sur la décarbonation. C'était le mot c'était vraiment à la mode. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a 700 000 tonnes de carbone qui attendent des acquéreurs. Mais malheureusement, on ne les trouvera plus parce que la loi a changé. Et aujourd'hui, on nous dit plus, il faut acheter des tonnes de carbone pour être propre. Entre guillemets, il faut vendre un lait dit décarboné. Mais comme notre tonne de carbone est partie, il faut qu'on refasse des efforts dans nos exploitations pour pouvoir être décarboné demain. Comment c'est possible? Ça veut dire qu'on va nous demander un double effort alors que le premier n'est toujours pas payé. C'est hallucinant. Non, vous vivez ça aussi comme industriel? Je reprends toujours le problème. Nous sommes en sciences et techniques aléatoire dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on nous a dit, voilà, il faut décarboner de telle et telle façon. Mais attention, les vaches sont là et elles envoient du méthane. Donc, dans certains coins, en Irlande, on dit, il faut tuer les vaches. Bon, dans d'autres, il faut dire, mais moi, j'ai beaucoup de vaches. À l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a pas mal de viande carnée sur pattes en Argentine. Qu'est-ce que vous allez dire au président d'Argentine? Tuer toutes les vaches parce que c'est embêtant pour la planète. Enfin bon, tout ça est absurde. Du point de vue scientifique, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que autant dire il y a un sujet de climatique, il y a un sujet et il faut le regarder, autant la solution qui est proposée actuellement par les écolos et par souvent le gouvernement, c'est des solutions qui n'existent pas. Et donc on fait des lois, et puis on s'aperçoit qu'elle est inapplicable, on fait une autre loi, etc. Mais ce n'est pas scientifique. On ne demande pas aux scientifiques, et aux industriels en particulier, qui de temps en temps ont fait de la science, c'est mon cas, de dire le point de vue, jamais. On fait plus confiance aux scientifiques. Johan Barbe, par rapport aux autres agriculteurs un petit peu partout dans le monde, vous êtes quand même très vertueux. En plus, on est très vertueux, surtout si on parle des filières d'élevage, mais aussi quand on parle des filières céréalières. Je veux dire, ce qu'on fait en France aujourd'hui, on est la ferme la plus modèle et la plus vertueuse au monde. On le sait. Mais derrière ça, on est quand même attaqué. Alors, on a des coûts de production complètement différents, parce que forcément, ça coûte plus cher, parce qu'on a des exploitations qu'on appelle de petite taille, même si certains voudraient nous dire qu'on a des grandes fermes. Quand vous nous comparez... Alors à nos voisins, au Canada, allemands, aux USA, on est déjà plus petit, mais si vous comparez à l'Amérique latine, alors là, on est vraiment des minus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière tout ça, on est justement des individus tout seuls dans nos exploitations. Ouais, c'est ça. Et toutes ces normes qu'on nous demande d'appliquer sont devenues imbuvables. La paperasse, mais on n'a même plus envie de la faire. Le soir, quand vous rentrez d'une journée de boulot, que vous soyez éleveur, céréalier, ce que vous voulez, vous avez surtout pas envie de vous plonger dans des papiers. Parce qu'on va vous demander de remplir la date là pour tel papier, et après vous dites, ah mais non, si je mets la date là sur celui-là, ça va plus aller. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'empilement des normes rend les choses incompatibles et impossibles. Et ça va très vite, monsieur. Donc on nous crée même des logiciels pour être sûr qu'on remplisse bien les formulaires. Sur la PAC, on vous demande des papiers. Si vous les remplissez pas correctement, vous n'avez pas la PAC. C'est sûr. Or, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas une aide pour vous faire remplir les papiers, pour l'agriculteur classique que je connais parce que familialement j'en ai quelques-uns quand même autour de moi, c'est impossible à remplir. Impossible à remplir. Mais Jean-Marc Dumoulin, vous qui êtes élu, vous êtes maire, conseiller départemental, vous connaissez évidemment votre député, votre sénateur, etc. Vous leur dites pas, écoutez les gars, là, ou les filles, il y a un problème. Ah non, mais de toute façon, on a le soutien absolu de Portarieux, notre député. Ça, il n'y a pas tellement de soucis. Simplement, aujourd'hui, vous savez, c'est comme la réduction des fonctionnaires. Aujourd'hui, on demande aux fonctionnaires de savoir comment on réduit le nombre de fonctionnaires. Ça va être difficile quand même de se couper une jambe, de couper un bras, quoi. Vous voyez. Et le souci, c'est qu'on est dans un État aujourd'hui excessivement centralisé et où on a une prévalence des techniciens et de certains dogmatiques
aux dépens des élus de la République. Enfin, je veux dire, dans l'industrie, c'est pareil. Mais après, il y a des gens un peu calibrés, si vous voulez, qui savent faire des... Merci. Moi, merci. demain... Il parlait pas de vous. C'est pour nous. Globalement. Mais regardez, l'Assemblée nationale qu'on a eue quand même en 2017. Des mecs qui sortaient du chapeau quand même. Et je veux dire, aujourd'hui, pour comprendre la réalité du terrain, il faut avoir eu les pieds sur les territoires. Bien sûr. Oui. Et c'est là où moi je pense qu'on est en perte aujourd'hui effectivement de repères. C'est que moi je mets pas les écolos. C'est là où je diverge un peu. Je veux dire, on a besoin d'une écologie effectivement intelligente, raisonnée, respectueuse, et on a fait des erreurs. Et on le paye cher, la nature, là, elle reprend ses droits quand même. On le voit tous les jours, quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des vrais, comment dirais-je, doctrinaires, dogmatiques à certains endroits clés qui commencent à polluer complètement les systèmes. Et les solutions ne sont pas les bonnes. Des sanctions aux dirigeants. Les solutions ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un problème comme la pollution de l'air, la voiture électrique pour tous n'est pas une solution. On le sait. Oui, la ZFE n'est pas une solution. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'étude d'impact. Je reprends mon propos d'origine, et il n'y a pas de scientifiques et de techniciens qui disent on a fait l'étude d'impact et ça fonctionne pas. Parce que il y a une idéologie et un dogme. Un militantisme qui fait qu'on ne regarde pas. Et on répond à celui qui des fois crie le plus fort ou celui qui fait le plus d'audience. Et donc le militantisme, il arrive là. Et malheureusement, moi je rejoins les propos, c'est qu'à un moment, on a besoin d'environnement et on vit avec tous les jours. Quand on nous dit, vous êtes là, vous les agriculteurs, pour détruire vos sols. Moi, mes parents me l'ont transmis, j'ai envie de le transmettre à mon fils, qui aujourd'hui revient avec moi sur l'exploitation. Donc notre intérêt, il est vraiment de préserver notre outil de production. Et le premier, c'est la terre. Après, on a besoin effectivement de bâtiments, on a besoin d'aménagement des territoires, mais quand on met tout ça l'un au bout de l'autre, on ne fait plus confiance aux acteurs des territoires. C'est ça le sujet. Les maires sont décriés de partout aujourd'hui. Tout le monde est décrié. Ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même 2400 maires qui ont démissionné depuis 2020. Il y a plein de gens qui arrêtent d'entreprendre et qui se disent de toute façon ça sert à rien. Ou qui déménagent à l'étranger. Des agriculteurs qui malheureusement se suicident pour certains, et d'autres qui ne transmettent plus et qui voilà. Donc le résultat finalement c'est là. À quel moment on va se réveiller en se disant mettons-nous autour de la table et voyons qu'on peut avancer. Grâce à vous, on est en train de se réveiller à 3 en disant c'est pas possible. Et dans 3 domaines différents, mais plus il y aura de gens à dire c'est impossible. Des tribunes, puisque le gouvernement veut faire des tribunes. On y a cru à se réveiller. C'est ce que j'ai fait avec mon ami Alexandre Jardin sur les ZFE, avec l'histoire des gueux. C'est-à-dire, en quoi est-ce qu'il faut qu'un certain nombre, la tiers de la population française n'ait plus droit d'aller dans certains endroits, parce que c'est impossible. Et donc j'ai beaucoup poussé Alexandre Jardin à partir sur les gueux. Deux sujets très courts. Très court, parce qu'on est les automobiles électriques, allez voir les concessionnaires sur les véhicules d'occasion électriques, c'est invendable. Invendable. Personne ne prendra le risque de le faire maintenant, c'est fini. Et l'autre sujet, j'ai oublié, ça y est. Ce qui est important de dire, c'est que le réveil, je pense qu'il est possible encore. Les hommes politiques et les femmes politiques sont engagés pour essayer de faire réveiller la France, mais pour ça, il faudra que tout le monde tire dans le même sens. Et nous, on y a cru vraiment l'agriculture quand on a fait nos actions. Tous les partis politiques nous ont défendus et ont essayé de trouver des solutions. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un jeu politique qui bloque toutes ces avancées pour que nos agriculteurs, enfin, voient le grand jour. Il n'est pas là, mais au moins le bout du tunnel, de se dire on fait attention à nous, on nous respecte, les normes sont un peu plus respectueuses du monde agricole, et enfin les agriculteurs sont entendus par le monde politique. Allez, on fera un match retour. Jean-Marc Dumoulin, merci beaucoup, maire de Villeneuve-sur-Tarn. Merci beaucoup Loïc Le Floch-Préjean, industriel, et merci beaucoup Johan Barbe, agriculteur dans les Vosges, président de la Fédération nationale des producteurs de lait et porte-parole de la FNSEA. Et il y en a un qui fait un peu tout quand même. C'est Tonton Mauricio. Le monsieur vient de dire belle rencontre, vous parliez de moi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, c'était une question. Au menu des vraies voix du foot, pour toi, Tonton Mauricio et ta bande. Alors, pour moi et ma bande, déjà, on a 2 super invités. On a Mariama Benrabia et Pierre-Yves Bodino. Voilà que je déforme les noms maintenant. Et on va parler, bien sûr, du match de soir. Ça n'a rien à voir. On va parler du match de ce soir de Paris Saint-Germain, enfin Stuttgart Paris PSG. Ça sera les questions du jour, d'ailleurs, qu'on posera à nos internautes. Et on va surtout parler du foot féminin,
parce que voilà, c'est sur Sud Radio, c'est la semaine du sport féminin à l'honneur, et on va faire un long sujet sur le foot féminin. Et puis une page mercato avec Bastien Aubert, notre partenaire de But Football Club. Et ben voilà. on vous fait un petit pont avec nos auditeurs et on vous les renvoie. Allez, moi je m'en fous, je suis une belle rencontre. Voilà. Je reste là-dessus. Le monsieur, c'est mon préféré. Voilà. Football, c'est ça. Ça c'est vrai. Allez, vous restez avec nous, avec eux surtout. Nous, on se retrouve demain matin. Demain à 17h avec les vraies voix. Passez une très belle soirée. Salut.